Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Alex Bélanger. Donc aujourd'hui, on va aller faire une heure de prospection immobilière ensemble. Donc on va aller regarder des condos Airbnb, des multilogements, des chalets locatifs. Et je vais vous montrer moi comment je procède là, quand je fais de la prospection immobilière. Donc on va aller sur mes feuilles de calcul, on va regarder les chiffres ensemble. Je vais vous montrer sur quel site je fais les recherches, qu'est-ce que je vais voir sur le registre foncier par exemple. Donc ça va être une heure de prospection. Donc je vous conseille de vous prendre un petit breuvage, prendre un petit snack. Prenez ça tranquille et peut-être faire de la prospection immobilière en même temps que moi. Personnellement, j'aime bien faire la prospection le matin, donc je me suis pris un petit café et je vais faire ça. Donc on va sauter sur mon écran et ensemble on va regarder un peu comment je procède, quel site je regarde, donc les calculs que je fais. Et je pense que ça pourrait peut-être vous donner des idées sur vous, par où commencer, comment procéder quand on fait de la prospection immobilière, quels chiffres pas oublier, etc. Donc, on saute sur mon ordi et on s'en va voir ça ensemble. Alors, première chose qu'on va aller voir, ça va être des condos Airbnb dans la ville de Québec. Donc, j'ai déjà mis mes filtres là, sur Centris et on va aller voir sur Centris en premier. Moi, ce que je fais quand je cherche des condos Airbnb, je mets des condos et lofts dans mes filtres. Parfois, je vais dans le commercial aussi et le résidentiel. Là, on va commencer par le résidentiel. Donc, on va aller voir sur les artères principales, donc Saint-Roch et Vieux-Québec. Parfois, je vais voir un petit peu dans Limoilou, qui est une zone un peu moins touristique, mais qui peut quand même fonctionner là, de façon intéressante. Mais pour le moment, on va surtout regarder Saint-Roch et Vieux-Québec. Ce qui est important avec les condos Airbnb, c'est de vérifier le zonage. Donc, la plupart des zones, le Airbnb n'est pas permis. Il y a seulement quelques blocs que c'est permis, notamment sur Charest et sur Saint-Joseph. Et dans le Vieux-Québec, il y a certaines rues là, que c'est possible d'en faire. Donc, si on en prend un, par exemple, là, ici, ça c'est un bloc avec plusieurs condos Airbnb à vendre. Souvent, quand il y a la TPS et la TVQ inclus, c'est un signe que c'est pour faire du Airbnb, donc c'est un condo commercial. Donc, si on prend, là, par exemple, disons celui-là ici, 310 000. Alors, condo Airbnb, donc sur la rue Saint-Joseph, donc 310 000 plus TPS, TVQ, donc 356 422. Ici, quand vous achetez un condo commercial, en général, vous pouvez récupérer la TPS et la TVQ, à condition d'être inscrit aux taxes, là, parce que c'est un achat commercial, donc vous pouvez récupérer les taxes. Donc 310 000, location touristique, là, du théâtre, parfait. Maintenant, moi, ce que je vais faire, quand je vais sur la fiche de même, je vais essayer d'aller chercher le plus de dépenses possible. Donc les dépenses auxquelles on a accès. Si on va sur la fiche détaillée, bon. Ici, on regarde les dépenses. Donc ici, malheureusement, on n'a pas beaucoup de dépenses. Okay? On n'a pratiquement aucune dépense, en fait, d'accessible. Donc, dans ce temps-là, c'est embêtant. Ce que vous allez vouloir faire dans ce temps-là, c'est contacter un des courriers, un des courtiers. Vous pouvez y envoyer un courriel pour lui demander un peu plus de détails sur les dépenses, donc frais de copropriété, et est-ce que le chauffage est inclus, le Wi-Fi, etc. Donc, lui poser ce genre de questions. Donc là, on va essayer de calculer quand même si c'est rentable. Donc, avant même de contacter le courtier, est-ce que ça pourrait être rentable, un petit condo comme ça? Donc, c'est un condo, là, on regarde la dimension, donc 471 pieds carrés, donc c'est pas très gros. Donc, probablement 2 voyageurs, si on regarde les photos. Donc, il n'y a pas beaucoup de photos non plus de l'intérieur. Donc, on va quand même essayer de calculer. Là, on va se rendre sur ma feuille de calcul pour le Airbnb et on va rentrer le prix d'achat. Donc, 310 000. Donc, au résidentiel, ça nous ferait une mise de fonds de 62 000 $. Donc, ça nous fait un financement, là, par exemple. Je pense que mon financement n'est pas bon. Ouais. Donc, ça nous ferait un prêt, là, mettons qu'on met une mise de fonds de 62 000, près de 248 000 $. Actuellement, les taux d'intérêt vont varier là, autour de 3,49% pour du fixe. Si on va dans le variable, on est plus dans le 2%, mais allons-y pour un 3,49%.
amortissement de 25 ans. Ça nous fait un paiement mensuel de 1240,22. Fait qu'on va mettre ça ici. 1240,22. Alors, maintenant, on a nos taxes municipales et scolaires. Ça, on va aller calculer ça avec la calculatrice. Donc, bon, la valeur du condo, là, ça doit être environ, disons, 275 000. Les taxes commerciales, c'est 3,5 %. Fait fois 0,035 égale 9 625. Et on va le diviser par 12. Donc, ça nous fait des taxes mensuelles d'environ, disons, 820 $ avec les taxes scolaires. Parce que là, ça, c'est juste les taxes municipales. Assurances qui vont osciller là, autour de 65 $. L'entretien, ça, pour un condo neuf, on n'en mettra pas pour le moment pour calculer la rentabilité. L'énergie, ça a l'air d'un petit condo, donc 50 $. La gestion, maintenant, ici, ça va être on va mettre un 15% de gestion. Ça, c'est si on met la gestion, mais disons que nous, on va faire la gestion nous-mêmes, fait pas de gestion. Frais de ménage, moi, ce que je fais souvent, c'est que je calcule 10 séjours fois 40 à 50 $. Fait que mettons un 400 $ de ménage. Ça, donc, on a l'hypothèque, les taxes, assurance, énergie, ménage. Maintenant, c'est là que ce serait important de contacter le courtier pour savoir qu'est-ce que les frais de copropriété sont. Donc là, ici, on a frais K. On va mettre, disons, 185 $ par mois pour le bien de ces calculs-là. Donc, on a l'hypothèque ici, les taxes, assurance, frais de copropriété, énergie, ménage. Donc, ça nous fait des dépenses mensuelles de 2760 et 22. Donc, annuel de 33 122. À première vue, ça m'apparaît beaucoup. Ça m'apparaît énorme. Moi, ce que je fais souvent pour calculer mes revenus, j'ai deux tableaux. J'ai un tableau optimiste et un tableau pessimiste. Ou en fait, je pense que c'est l'inverse. Ouais, j'ai inversé les deux. Je vais l'ajuster. Et ici, optimiste. Alors, si on regarde dans notre tableau optimiste, là, ici j'ai mon tarif par nuit moyen en fonction des mois et mon taux d'occupation. Donc, janvier, on pourrait l'ajuster. Là, j'ai mis 18 nuits. Je pense qu'on peut mettre 22 nuits. Mars, on peut y aller dans le 20. Ici, dans le 20. Juin, juillet, août. Septembre, ça va être un petit peu plus que ça. Ça aussi. Même voir ça comme ça. Comme ça. Novembre, c'est pas super bon. Évidemment, ici, là, c'est. Moi, je connais très bien les revenus pour la Ville de Québec, donc c'est facile, mais si vous ne connaissez pas bien, je vous invite à aller sur un site qui s'appelle rdna.com, qui vous permet d'estimer les revenus un peu, ou aller voir d'autres condos similaires, donc qui sont en location. Et puis là, vous pourriez voir combien est-ce que le monde loue en moyenne sur Airbnb, sur VRBO, sur Booking. Ça va vous donner une idée de combien vous pourriez faire en revenus. Ok, donc. Ça me fait là ici des revenus environ de 38 205 et ça c'est dans un scénario optimiste. Donc total mensuel de 3183,75. On va aller mettre ça ici, 3183,75. Et puis ici malheureusement, pour du Airbnb, il faut charger les taxes également. Donc, les taxes nettes, d'habitude, là, parce que vous allez en récupérer, moi, les taxes nettes, je les estime à 10%, donc je fais mon mensuel fois 10%, donc ça me fait 318,38 dans ce contexte-là. Donc ici, on va venir mettre dans taxes, donc ici c'est TPS et TVQ qu'on parle, 318,38.
Alors, on a l'hypothèque, les taxes municipales ici, là. Je vais l'ajuster. Assurance, frais de copropriété, entretien, ménage, TPS, TVQ. Alors, des dépenses annuelles d'environ 36 943 pour des revenus de 38 205. Ça nous fait un cash flow net là, d'environ, ici, si on se réfère ici, cash flow net d'environ 105 et 15 par mois. Donc, c'est pas beaucoup. Personnellement, je trouve que c'est pas beaucoup pour un investissement de 62 000 je suis pas convaincu que ce serait un très bon investissement. On va quand même aller voir la capitalisation. Et on va mettre 310 000 ici. Et ici, 310 000 fois 3,49. Alors, capitalisation, donc une capitalisation moyenne de 12 400 par mois ici. OK. Et si on regarde notre retour sur investissement, ça nous fait un cash-on-cash return de 2% sur notre mise de fonds et un rendement multifactoriel de 22%, ce qui est quand même intéressant. Ouais, un rendement de 22%. Donc, écoutez, ça peut être un bon investissement. C'est sûr qu'en termes de cash flow, je trouve que c'est pas beaucoup. Par contre, ce qui est le fun avec un petit bien comme ça, c'est que c'est pas beaucoup de gestion. C'est petit, donc il y a peu d'entretien, pas trop de gestion. C'est sûr que vous êtes un peu dépendant là, du tourisme. Donc ça se peut que le tourisme se mette à moins bien aller. Et là, on est dans un scénario optimiste. Dans un scénario pessimiste, ben là, on est ailleurs, on ferait peut-être pas d'argent. Donc, personnellement, moi, à 310 000, je trouve que c'est un peu trop pour ce condo-là. Donc, ça ressemble à ça là, pour l'analyse préliminaire là, de la chose. Donc, on va retourner ici, puis on va retourner sur la carte. J'ai vu quand même là, qu'il y en avait d'autres à vendre un peu moins cher. 275 000. Donc, déjà là, il y en a même à 250 000. Là, on commence à être un peu plus intéressant. C'est 60 000 de moins. Donc, peut-être que ceux-là, ils seraient intéressants. Donc, moi, basé sur les calculs que j'ai faits, sur l'analyse que j'ai faite, j'aurais tendance à contacter le courtier pour savoir, avoir un peu plus de détails, puis savoir si c'est encore disponible, premièrement, et voir là, qu'est-ce qu'on pourrait faire, si je pourrais peut-être faire une offre sur ce compte-là. Maintenant, je sais qu'il y en a d'autres parfois là, à vendre à proximité. Je pense que... Ici, si on regarde... Donc ici, il semble en avoir à vendre un à 199 000, qui est aussi un condo Airbnb. Cette fois, 582 pieds carrés. Construction 1895. Regardez les photos un peu. Il a l'air beau. On voit qu'il est bien organisé pour la location courte durée. Il a l'air un peu vieux quand même, hein, la douche. Peut-être un petit peu vieux. Un peu embêtant à ce niveau-là, mais quand même intéressant. Les lofts du bon séjour. Donc moi, des fois, ce que je vais faire dans ce temps-là, là, c'est... je vais prendre, 237 rue Saint-Joseph-Est. Je vais aller sur l'évaluation foncière. 237. On va aller voir ensemble. Saint-Joseph-Est. Alors... Et on va aller voir c'est quel appartement déjà. Appartement 205. La raison pourquoi je m'en vais voir qui est propriétaire et aussi depuis combien de temps surtout, c'est parce que plus la personne est propriétaire depuis longtemps, plus elle va peut-être être intéressée à une négociation ou à
vendre à un prix un peu plus bas parce qu'elle a payé depuis longtemps, donc elle a déjà bâti de l'équité dessus, donc il est peut-être prêt à laisser aller pour un meilleur prix que si quelqu'un l'a acheté il y a un an. Euh, Par contre, à l'inverse, effectivement, si quelqu'un l'a acheté il y a un an, ben là, pourquoi il le vend? Peut-être qu'il est pressé de vendre, peut-être que lui aussi, ça presse. Donc, ça donne des informations sur la personne. Après, on peut aller voir aussi, on voit où qu'elle habite. On peut aller voir est-ce que la personne a une grosse maison, euh, très riche. Donc, si la personne a une grosse maison, elle a l'air d'avoir d'argent, elle ne sera pas très incitée à vendre rapidement. On regarde l'évaluation. Bon, on est à 170 000 ici. Donc, ça semble intéressant. Donc, on va aller faire nos calculs. On va prendre la fiche détaillée, voir si on a des détails financiers. Alors, dépenses. Ok, donc ici, on a un peu plus de détails. On a dépenses. Ok, donc ici, on a un peu plus de détails. On a les taxes et on a les frais de copropriété. Donc, on va prendre les frais de copropriété. 6 564 divisé par 12. Donc, 547 par mois de frais de copropriété. Et des taxes là, de 6 000 divisé par 12 égale 500 $. Donc, nos taxes de 500 $. Là encore, des assurances, 65 $. Énergie, environ 50 $. Ménage, on laisse ça, 400 $. TPS vécu, c'est bon. Maintenant, au niveau du paiement hypothécaire, on va venir ajuster le prix. Donc, le condo il est affiché à 199 000. OK, 199 000. Donc là, notre paiement est de paiement hypothécaire 796,14. Ça, c'est dans le contexte où on met une mise de fonds de 20%. Donc, mise de fonds de 40 000 $. Déjà un peu plus intéressant, là, au niveau de liquidité à apporter, 40 000 $, c'est un petit peu moins, donc c'est intéressant à ce niveau-là. Ici, on voit, on a des dépenses de 2676,52 $ par mois. L'emplacement est similaire à l'autre qu'on avait analysé. Le condo a l'air un peu plus grand, donc il y a plus de pieds carrés. Donc déjà là, c'est intéressant. Et les revenus vont être similaires, donc c'est le même coin, le même secteur, donc les revenus vont être similaires. Il y a une chose, moi, qui attire mon attention dans ce contexte-là. La première chose, c'est l'âge du bâtiment. Donc, c'est un vieux bâtiment datant de 1895, donc c'est pas neuf versus l'autre. Ça joue sur la valeur. Et si on retourne ici sur le site web, je vais fermer ça. Si on retourne sur le site web, sur Centris, on regarde la carte. Il y en a ici. On regarde ça. Ici, là, je constate qu'il y en a 3. Donc, il y a 3 condos à vendre dans ce bloc-là. Donc, ça, c'est pas toujours bon signe. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à faire dans ce contexte-là, c'est contacter le courtier pour avoir plus d'informations sur la copropriété. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la copropriété? Est-ce qu'il y a une raison à pourquoi il y a autant de personnes qui vendent leur condo? Donc, 3 ventes dans un bloc d'environ 25 unités, je pense. C'est quand même beaucoup. Donc, j'aimerais avoir plus d'informations sur la copropriété. Maintenant, si on regarde là, au niveau du cash flow, ici, on a un cash flow beaucoup plus intéressant. On est à 507,23 $ par mois de cash flow. Des revenus annuels d'environ 6 000 $ par année. Donc, on a un rendement multifactoriel de 46% et un cash-on-cash return de 15%. En fait, non, c'est pas vrai. Je vais devoir ajuster la capitalisation. Un rendement multifactoriel de 35% sur un investissement d'environ 40 000 de mise de fonds, le génie notaire, taxe de bienvenue qui va être peut-être de 2500.
globalement, là, environ ça. Rendement d'environ 35%. Donc, très intéressant celui-là. Donc là encore, pourquoi est-ce qu'il n'est pas vendu? C'est un peu spécial. Donc, il faudrait aller chercher un peu plus d'informations, il faudrait aller voir à l'intérieur. Peut-être qu'il y a des fissures à l'intérieur, peut-être qu'il y a des problèmes au niveau de la copropriété. Et c'est ce qui explique qu'il ne se vend pas. Parce que, à voir ces chiffres-là, en termes de chiffres, il n'y a pas de problème. Très rentable, très intéressant comme investissement. Donc, il doit y avoir quelque chose au niveau du condo, un problème, au niveau de la copropriété ou au niveau du financement qui est difficile à obtenir. Pour moi, là, pour celui-là, j'irai chercher un peu plus d'informations. On va retourner ici. Donc, là, on a déjà regardé 2 condos Airbnb et puis je vous invite à répéter le même processus pour d'autres condos. Donc, ceux-là que j'avais vérifiés, là, je les avais déjà regardés dans le passé. J'avais déjà fait les calculs et tout, et personnellement, c'était moins mon genre d'investissement. Je trouve que justement, le premier, trop cher. Le deuxième, c'est pas clair au niveau de qu'est-ce qui se passe au niveau de la copropriété, est-ce qu'il y a des cotisations spéciales à venir, etc. Donc, c'est pourquoi celui-là est peut-être un peu moins intéressant. Donc, vous pouvez répéter le même processus pour d'autres condos. Donc, il y en a dans le Vieux-Québec, parfois dans le Vieux-Port. Et aller sur la feuille de calcul et rentrer les chiffres, et regarder si c'est rentable, contacter le courtier, et ainsi de suite. Maintenant, on va aller voir aussi là, sur du proprio. Parfois, il va en avoir. Sur du proprio, c'est un peu plus rare. Mais moi, j'en avais déjà trouvé un sur du proprio. Et je l'avais acheté, donc, qui sait. C'est important de regarder aussi. Il y en a un peu moins avant, mais on va aller jeter un petit coup d'œil à Québec. Du proprio, c'est un petit peu moins bien fait, là, la carte. Toujours de la misère un peu. Ouais, malheureusement, il n'y en a pas à vendre. Donc, tous ceux qui sont listés, c'est pas des condos que la location courte durée est autorisée. Donc, souvent, c'est même pas tant le zonage, mais ça va être la copropriété qui interdit la location courte durée, question d'assurance, souvent. Donc, on oublie ça pour du proprio. Donc, ça fait le tour. Je vous invite là, à répéter le même processus si vous êtes dans votre secteur, donc par exemple à Magog, à Montréal, etc. Pour connaître le zonage, il faut appeler la ville ou l'urbanisme et poser des questions au niveau du zonage pour savoir si la location courte durée est permise. Maintenant, ce qu'on va aller faire, on va aller regarder plus des chalets locatifs. Donc, on va aller voir là, dans Charlevoix principalement. Puis je vais vous montrer comment je recherche, mais ça s'applique à n'importe quel secteur. Donc, vous pouvez répéter exactement le même processus en fonction de votre secteur. Donc, quand je recherche des chalets, je mets maison unifamiliale et chalet, et même parfois maison mobile, voire même fermite. Donc, on va aller regarder ça dans le coin de Charlevoix. Allons voir ça. Bon, commençons là peut-être Charlevoix, on va aller, disons dans le coin de Baie-Saint-Paul. On va aller voir. Cap-au-Corbeau. Ça ici, très très beau coin pour faire de la location courte durée. Par contre, c'est pas tous les chalets que c'est possible d'en faire. Donc là encore, très important de vérifier le zonage auprès de la municipalité. Bon, vous voyez là, il semble en avoir quelques-uns à vendre. Plus TPS, TVQ, souvent c'est un indicateur que la location courte durée est permise, donc la personne l'exploitait déjà en location courte durée, donc souvent en plus, il va être déjà meublé. Donc, allons voir celui-là à 700 000 $. Très beau chalet. Ça va avoir une belle vue. Ça va être en plein cœur de la forêt. Belle vue sur le fleuve. Foyer ici. Ici, bel espace extérieur qui semble même utilisable en hiver. Donc, très intéressant.
un spa, la cuisine, salon, vitré, très belle vue. Par contre, très difficile à nettoyer, donc niveau ménage, ça peut être problématique, mais en même temps, pour la vue, très intéressant. Des belles photos qu'ils ont pris avec... ils ont mis en scène des scènes de vie. Donc, c'est intéressant. Ici, c'est intéressant, ça, sur l'écran, photo du chalet. Pas fou. Chambre à coucher qui donne une vue sur l'extérieur. Super intéressant. Belle douche en céramique, vitrée. Belle salle de bain, donc ça c'est super beau, rien à dire. Balcon. Là encore, les fenêtres en vitre, intéressant, mais compliqué pour les garder propres. Donc ça devient sale très rapidement. Et en Airbnb, très important que ça soit propre. Donc, c'est ça, une petite hic à ce niveau-là. Terrasse l'été, foyer, spa. Donc franchement, très 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 beau chalet. Maintenant, je vais aller voir dans la description, j'aimerais voir. Donc on a 4 chambres, 3 sols, 2 salles de bain, beaucoup de stationnement, construction 2019, foyer au gaz, alors... Donc franchement, très beau coin. Ça a l'air super pour faire de la location courte durée. Maintenant, on va aller voir les calculs. Bon, on est à 700 000 prix de vente. Encore, on va aller voir si on a accès là, à certaines dépenses. Bon, permis CITQ en vigueur. Ici, il faut faire attention au permis CITQ, c'est pas transférable en fait, donc vous devez faire une nouvelle demande et il n'est pas impossible que cette nouvelle demande soit refusée. Donc il faut faire attention à ce niveau-là, pas payer trop cher pour le chalet parce que ça se peut que si on enlève le permis CTQ, ben là, la valeur drop de façon considérable. Donc il faut faire attention à ce niveau-là. Ici, on parle pas des revenus, okay? Donc on n'a pas d'informations sur les revenus. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faudrait faire pour connaître les revenus, c'est contacter la courtière. Maintenant, moi, j'ai une petite idée de combien ils font en revenus ici. Okay? Donc, on va quand même pouvoir aller calculer dans ma feuille de calcul à quoi ça pourrait ressembler ces revenus-là. Donc, allons voir ici. Bon, donc mettons, disons, là, on a 700 000. Le prix de vente, 700 000, hein, c'est ça. 700 000 $. Donc, allons dans notre feuille. 700 000 $. 700 000 $. Ça nous fait une mise de fonds au résidentiel de 140 000. Maintenant, il y a une chose qui risque d'être compliquée au niveau du financement de ce chalet-là. Comme vous avez vu ici, on a une évaluation municipale à 300 000 et là on vient acheter à 700 000. Donc c'est un peu bizarre. Les banques vont peut-être avoir un petit problème avec ça. Ça se peut que vous ayez plus de mise de fonds à mettre. Donc encore plus que 140 000. Donc là, on va laisser ça de même, okay, pour le bien de la vidéo. Donc un financement de 560 000 à 3,49, donc ça nous fait des paiements hypothécaires de quand même 2800,49. Donc pas des petits paiements, là. On est dans le lourd. Les taxes municipales, là, on est comme, c'est comme pas clair, 300 000 d'évaluation. Je suis un peu surpris. On va mettre des taxes commerciales, là, quand même. Donc des taxes commerciales, si on retourne sur la calculatrice, on va faire 300 000 fois 0,035, 10 550 divisé par 12,
donc 875 par mois. Ici, les assurances pour un chalet de même, ça va être beaucoup plus, donc on va aller dans le 200. Frais de copropriété, il n'y en a pas, mais il va y avoir de l'entretien, disons 350. L'énergie, on va mettre un bon 250 par mois. Les ménages, maintenant, les ménages pour un chalet versus un condo, c'est pas le même coût. Fait que pour un chalet comme ça, 4 chambres, probablement que les ménages coûtent là, au moins 100$ par mois. Donc, disons qu'on a 7 séjours par mois, on va mettre 700$ par mois de ménage, minimum. OK. Eh boy, OK. Donc déjà là, on a des dépenses annuelles de 62 105$. OK. Je suis un peu embêté de voir ça, bien honnêtement. Je suis pas sûr de comprendre le prix de vente. On va quand même aller voir là, les revenus. Bon, mettons dans un scénario optimiste. Bon, donc ça, c'est sûr que là, on loue cher la nuit. Là. On va parler de, disons, décembre 350, minimum là, 250 partout. Bon, je connais pas les revenus, là, donc c'est difficile de juger de façon claire, mais on va y aller avec un minimum de 250 par nuit. Ici, par contre, l'occupation, ça va être moins. Janvier, OK. Février, peut-être ça. Mai 15, juin 23 peut-être, juillet. Bon, juillet, on va le laisser de même. Ou septembre, octobre. Bon. Juillet, peut-être un peu plus. Disons ça. Donc, c'est sûr qu'il y a moyen là, d'aller chercher peut-être dans les 70 000 à 80 000 de revenus. Ouais, donc 70 000 à 80 000 de revenus. Là encore, on a nos taxes. Donc, je vais mettre ici 570 000 de taxes. Et on va aller mettre revenu mensuel de... On va être généreux, on va mettre 6 000, disons. 6 000. Bon, dans nos dépenses de départ, ici j'ai mis la mise de fonds de 140 000. Notaire, ici on va mettre une inspection quand même. Ça, la taxe bienvenue, ça va être plus. Disons 4 000. Là, je me souviens plus, est-ce qu'il est meublé? Ouais, donc je pense que le logement est vendu meublé, fait qu'on va pas mettre les meubles. Un investissement d'environ 150 000. Des dépenses mensuelles de 5 753, revenus d'environ 6 000. Donc, on arrive à aller chercher un net de 246,51 par mois. Ici, on va mettre au niveau de la capitalisation 160 000. 560 000. Alors, on a un cash return de 2% et un rendement multifactoriel de 18% pour ce chalet-là. Bon. Une chose de laquelle je veux vous parler, ici dans mes dépenses, je veux vous apporter l'attention sur le fait que j'ai pas mis de dépenses liées au bois de chauffage. Par exemple, si vous donnez du bois pour le foyer, si vous donnez une bouteille de vin à l'entrée pour l'expérience des voyageurs, changement de la laiterie, et j'ai pas mis de gestion. Donc c'est vous qui faites la gestion vous-même. Et c'est vrai, j'oubliais, j'ai pas mis le déneigement. Donc déneigement, ça va coûter un bon, d'après moi, là, ça doit coûter pas loin de 800$ par année, si c'est pas plus. Donc je vais rajouter un 80. Donc, ouais. Donc là, on voit, écoutez, je regarde ça, puis
ça me semble pas rentable, ce chalet-là. Donc moi, je ferais bien attention. C'est un chalet comme ça à 700 000, c'est beaucoup trop cher, ça n'a pas de bon sens. Il y a beaucoup de frais liés à l'exploitation d'un chalet. Comme vous le voyez, donc les frais très élevés. L'hypothèque, elle coûte trop cher, donc il faudrait payer beaucoup moins cher. Donc 150 000 pour un chalet de la sorte, trop cher, trop de dépenses qui sont liées. Donc ouais, moi je me tiendrai loin de ce chalet-là, malheureusement. Donc, je suis désolé pour la courtière. Mais c'est trop cher. Donc je vois pas comment ça peut être rentable. Même si on fait plus de revenus, là. Faut pas oublier qu'on est dépendant là, quand même d'une plateforme de location, style Airbnb, style Booking. Donc si on a des problèmes avec la plateforme, notre investissement ne fonctionne plus. Donc trop coûteux. Donc on oublie ça pour ce chalet-là. On oublie ça. On va aller en chercher un autre. Donc, pour les chalets, j'en regarderai pas d'autres. Là. Ça vous donne une idée là, de comment faire vos recherches. Là encore, ce qu'il faut faire quand il est question de location touristique de type Airbnb, vérifier avec la ville, vérifier avec le zonage si la location courte durée est possible avant là, de faire une offre d'achat pour vous assurer que vous allez pouvoir en faire de façon légale. Très important. Donc, ce chalet-là, on oublie ça, ça marche pas. Pas rentable. Donc, ça fait le tour pour les chalets locatifs. Maintenant, on va aller regarder plus des immeubles multirésidentiels de 6 à 10 logements, principalement dans la ville de Québec, là, puisque c'est un secteur que je connais. Donc, on va aller regarder quelques-unes. On va enlever tout ça. Alors, et on va mettre filtre. Ici, on va aller dans le commercial, en fait, pour les immeubles multirésidentiels. Et on va se diriger dans la ville de Québec. On va aller en prendre une là, au hasard, disons dans Limoilou. Il doit en avoir à vendre pas loin. C'est un triplex. Ah. Bon. Immeuble à revenu ici à vendre sur la 3e avenue. Là, il y a les taxes. Je ne sais pas trop pourquoi, on va aller voir. Alors, vient d'être fait à 9. Donc, si je comprends bien, la raison à pourquoi il y a la TPS-TVQ, c'est parce qu'il a été complètement refait. Donc, il vient d'être refait à 9 complètement de l'intérieur, réisolé. Donc, ils ont tout refait à plus de 90%. Ce qui fait en sorte que c'est rendu comme une construction neuve, si je comprends bien. C'est ce que je sens comprendre. Donc, directement, là, à première vue, ça m'apparaît trop cher, donc on va même pas l'analyser. L'emplacement est super bon, par contre. 3e avenue, c'est super intéressant. Mais je trouve ça cher un peu. En même temps, il a été refait à 9. Donc, allons voir celui-là. Immeuble à revenu. Non, on va aller. Donc là, ici, ça semble être une maison de chambre, donc 25 chambres. Quand il n'y a rien qu'une photo, en général, ça veut dire qu'il y a de la job à faire à l'intérieur. Donc, ici, il faudrait contacter le courtier pour avoir un peu plus d'informations. On va plutôt aller voir. On va aller dans Vanier, tiens. Peut-être qu'il y en a à vendre ici. Bon, je pense que j'en ai une ici. Avenue Giguère, dans Vanier. Donc, ici, dans Vanier, un secteur qui est en ce moment encore un peu pauvre, ok, on va le dire de même, mais qui a un très bon potentiel à long terme, je crois. Pour moi-même venir de la ville de Québec, je pense que
Ça va être appelé là, à croître dans le futur. Donc, un beau secteur qui a du beau potentiel, qui est dans un secteur central, mais qui doit là, se gentrifier un peu plus pour devenir plus intéressant à habiter. On va quand même aller le voir. Là. Donc, on parle là, de 7 logements plus terrain à vendre à Vanier et un terrain de 6 stationnements, énorme potentiel et plusieurs possibilités préservées. Donc, honnêtement, ça semble intéressant. On a un prix de 719 900, 5400 pieds carrés, donc 6 stationnements, 2 1,5, 4 x 4,5, 1 5,5. Donc, très intéressant. On va aller voir les photos. Donc là, bon, donc ça fait comme tout le tour, ça fait ça comme ça. Celui-là, ça serait le fun qu'il soit à vendre aussi. Il semble pas l'être. Donc tout ça plus des places de stationnement ici. Donc le truc est pas en briques. Genre de cannexel. Ici on a un petit logement au garage. C'est comme pas clair. Ça semble être un local commercial peut-être. Les intérieurs, donc ils en ont mis un seul, probablement le plus beau, qui à première vue semble être un 4,5. Donc quand même, l'intérieur, bon, il y aurait de quoi faire, changer les armoires. Les planchers me semblent pas si mal. Donc ça peut être loué rapidement quand même. Ça peut être loué comme ça. Mais il y a place à optimisation. Maintenant, si on regarde la fiche détaillée, bon, donc 749 900. Alors, on n'a pas beaucoup de détails sur les revenus. Ici, on nous dit 52 920. Alors, on va calculer la valeur économique là, de façon rapide. Moi, ce que je fais, c'est... je prends les revenus. Ouais, je fais fois 0,66 et je divise par 0,05. Ouais, donc ce que je fais, c'est que je prends les revenus. OK. Et je prends le 2 tiers des revenus, donc qui vont être dans le fond les revenus nets normalisés environ. OK, donc 34 398. Et je les divise par le TGA, qui est environ, taux global d'activation d'environ 0,05. Okay. Donc 687 960. Donc là, c'est une estimation là, de la valeur économique. Donc ça va, pour bien la calculer, il va falloir calculer de façon précise en fonction des revenus nets normalisés et du TGA réel. Mais pour nos calculs là, de prospection, on peut très bien y aller avec ça. Donc maintenant, on va se rendre dans mon autre feuille qui, elle, est ma feuille pour le multilogement. On va rentrer notre valeur économique. Donc on a 16 487 900. Et notre prix d'achat, là, 719 900. Donc 719 900. OK. Alors. Bon, mise de fonds ici. OK, donc, on aurait une mise de fonds là, d'environ, au conventionnel, environ 200 000 $. Et avec la SCHL, donc 15%, environ 135 000 $. On va venir mettre ici notre mise de fonds, 203 975. Alors, ici, fait qu'on va avoir un financement au conventionnel d'environ 515 925 $, le financement, à 3,49% d'intérêt. On a un paiement hypothécaire de 2580,08, donc ici.
Maintenant, pour ce qui est de nos taxes, ici pour nos taxes, deux options. On peut aller voir sur l'évaluation foncière, chose qu'on va aller voir, donc 144. JR. Allons voir qui est les propriétaires. Alors, pièce logement est plus bon. Si on peut consulter la facture de taxe. Et ici, on a notre taxe, facture annuelle 2022, 8 000 $ par mois environ. Là. Donc, allons-y avec plus les taxes scolaires, disons 8 000, c'est par 12, 685 par mois. Alors, on a nos taxes, 685 par mois. Nos assurances. Donc, les assurances, ça va être environ 40 $ par logement. Peut-être même un peu plus, disons 50. Donc, il y a 7 logements, 5 x 7, donc 350 par mois. L'entretien, moi en général, je fais les revenus fois 0,5%. Donc, on va laisser cela égal. Maintenant, CAPEX, énergie. Là, je me souviens plus de l'énergie. Tous loués. Donc, il n'y a pas d'information. Ok, on dit hydro annuel de 2508 par mois. Donc, par année. Donc, 200 $ par mois. Allons-y avec ça. Hydro, énergie, 200 par mois. Déneigement, là, on a plusieurs parkings. Fait qu'on va mettre un 100$ par mois. Donc, environ 1200 là, que ça va coûter. Comme ça, nos revenus, on parlait de... Nos revenus, on parlait de 52 920. Donc, si on fait 52 920 divisé par 12, 4 410 par mois. Bon. OK. Alors, maintenant, là, on a toutes nos dépenses, donc hypothèque, taxes, assurance, entretien, CAPEX. Donc ça, c'est les dépenses normales qu'il va avoir à faire sur l'immeuble. Donc, il y a la toiture, changer les fenêtres, changer les portes, des affaires de même. Et ensuite, on a l'entretien normal. Donc, changer un washer, changer une ampoule, changer une toilette, remplacer un tuyau qui coule, des affaires d'entretien, donc environ 5% du revenu. CAPEX, même chose, environ 5% du revenu. Énergie, on a mis ça, déneigement. Donc là, on a des dépenses mensuelles de 4 385 et on a des revenus actuels de 4 410. Donc, comme vous le voyez actuellement, au prix vendu, c'est pas rentable. En termes de cash flow, du moins. Donc, si on va voir là, peut-être avec notre capitalisation. OK. Donc, si on regarde, on a des dépenses de 4 385,58 par mois, revenus de 4 417 par mois, donc un cash return, cash flow de 24,42 par mois. Donc ici, si on regarde dans le cash on cash return, donc on est à 0% dans le fond. Il est pratiquement nul, là, parce qu'on a un investissement initial d'environ 220 000 $ et on reçoit 25$ par mois. Donc, ça n'a pas vraiment de bon sens. Rendement multifactoriel maintenant. Je vais juste m'assurer que les calculs sont bons. OK, on parle de un rendement multifactoriel de 13%.
Donc le rendement multifactoriel, c'est votre cash flow plus la capitalisation annuelle. Donc là, c'est un peu plus intéressant, quand même. Ouais, c'est un peu plus intéressant en termes de rendement multifactoriel. Euh, mais je trouve qu'il y a un beau potentiel. Donc ce bloc-là, je l'aime bien, honnêtement. Si on retourne ici, là, je trouve que le secteur est bon. Un beau secteur. Très belle grosseur de terrain, donc c'est très gros. Donc beaucoup de pieds carrés. J'ai comme l'impression que les logements sont un peu dégueulasses à l'intérieur, donc il y a de quoi à faire. Mais il y a des parkings. C'est un secteur qui est appelé à croître dans le futur, je pense. Donc il y aurait peut-être de quoi faire avec ça. Peut-être aller chercher une petite négociation. Euh, Essayer de payer un peu moins cher, je pense que ça pourrait être intéressant. Donc globalement, celui-là, je le trouve intéressant. Si on retourne sur la carte pour regarder où est-ce qu'il se situe. Donc, pour ceux qui connaissent le Québec, effectivement, c'est dans un coin euh, pas super là, de la ville, donc dans Vanier, qui est un coin pas très fameux, mais quand même, là, c'est très central. Là. On est à proximité de Saint-Sauveur, Saint-Roch, donc à proximité de la ville. Ici, on prend Marie-d'Incarnation, on descend, on arrive dans Saint-Sauveur. Sinon, on monte Marie-d'Incarnation et on arrive dans Montcalm. Sainte-Foy par là-bas qui est à proximité. Et on a ici on a Wilfrid Hamel, on a la 40 un peu plus haut qui s'en va vers l'est, vers l'ouest. Donc l'emplacement est bon. Donc globalement, ici j'aurais tendance à contacter le propriétaire, pas le propriétaire, le courtier vendeur, avoir un peu plus d'informations, peut-être même aller faire une visite pour voir l'état des lieux, voir l'état du bâtiment, l'état des logements. Donc, propriété intéressante globalement. Ça fait le tour pour ce qui est de la prospection. Donc, j'ai fait le tour de des condos Airbnb, chalets locatifs et immeubles multirésidentiels. Je vous ai montré mes feuilles de calcul. Ça vous a donné une idée de quelles dépenses pas oublier, comment aller chercher, par exemple, les taxes, comment aller chercher les revenus, comment aller chercher certains détails précis. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi dans ma petite heure de prospection. Donc, souvent, je vais faire ça environ 2 à 3 fois par semaine. Les feuilles de calcul que j'ai utilisées sont disponibles en description de la vidéo, donc je vous invite à vous les procurer. Écrivez-moi en privé si vous avez des questions. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et puis n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos de ma chaîne. Merci.